Bonsoir, merci d'être venu. Elisabeth Durobousset, ça fait 5 ans qu'elle vient nous voir, parce qu'on avait un petit déficit sur un cours de littérature. Et puis comme ça a plu à tout le monde, eh bien, ça fait 5 ans que ça dure. Voilà. Et donc pendant ces 5 années, elle nous a aussi fait quelques conférences, en gros, sur Émilie Châtelet, sur les libertinages, sur Sade, oui, et puis la quatrième, c'était les femmes des Lumières, voilà, maîtresse de l'ombre. Et donc, il y a une chose qui lui est arrivée aussi très récemment, et puis qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'elle a été nommée à la classe fort réduite. Vous savez, il y a des pôles sur lesquels l'éducation nationale est très regardante, à la classe très réduite des professeurs de classe exceptionnelle, quand même. Bon, ça valait le coup que je vous le dise. Bien, et donc, tu as aussi écrit un certain nombre d'ouvrages dont c'est-à-dire le lièvre et la le lierre et la chauve-souris. Un autre qui s'appelle Spectre des Lumières, une introduction à la fiction gothique, et puis Émilie philosophe, Le goût du plaisir. Voilà. Eh bien, nous attendons avec impatience la production à venir. Et puis, bien, nous nous souhaitons une bonne petite heure de plaisir. Merci René. C'est un plaisir immense que de retrouver René ici parce que malheureusement, depuis que je suis arrivée il y a bientôt plus d'une semaine, René étant à la retraite, je ne le vois plus, je ne vois plus son carrosse sur le parking de l'université, je ne vois plus René dans les coursives et ça me manque terriblement. Donc je suis très très heureuse qu'il ait accepté de venir ce soir pour présenter cette conférence. Alors, comme il le disait, les conférences que j'ai faites jusqu'ici, c'était plutôt, comme je suis spécialiste du siècle des Lumières, un petit peu plus sur l'Europe, la France, le libertinage, Sade, Madame du Châtelet. Là, je retourne à mes premières amours puisque je suis spécialiste du roman gothique et je vais vous parler des origines de cette fiction gothique et comment on en est venu au XVIIIe siècle à produire ce genre de littérature. Alors, attendez, il faut que je place le micro comme il faut. Vous me dites si on m'entend ? En principe, j'ai eu un email me disant que le lancement de l'enregistrement se faisait à distance. Je ne sais pas si c'est le cas, mais bon, ça sera suspense. Hein, on verra ça si c'est parce que toutes les conférences sont podcastées et puis on peut les lire très vite. Donc, ça y est, ça coince déjà le flûte. Voilà. Le roman gothique est né à la croisée de 2 siècles, à une période charnière de la littérature anglaise. Alors que le XVIIIe siècle veut assurer le triomphe de la raison, du progrès scientifique et politique, le gothique opère un retour vers le passé, s'attache aux ruines, donne corps aux créatures les plus terrifiantes. Si ce décor archaïque semble déplacé à l'époque des Lumières, ce paradoxe n'est qu'apparent, parce que cette ère de rationalisme est aussi une époque de doute. Il n'est guère d'épithète qui ait connu une histoire aussi mouvementée que l'épithète gothique. D'abord apposée à un style architectural, à une période de l'histoire, puis à un genre littéraire, elle a fini par être appliquée à de bien surprenants champs sémantiques, associés à la science-fiction, à des goûts vestimentaires insolites, à de ténébreuses pratiques. Emprunté au lexique des beaux-arts, gothique rappelle le lien entre la naissance d'un genre littéraire et un phénomène de renouveau esthétique. L'apparition d'un genre attiré par le sombre et l'irrationnel au siècle des Lumières ne laisse pas de dérouter. Pourquoi diable le gothique ressurgit-il ? Pourquoi l'ombre s'infiltre-t-elle ? Ce renouveau participe d'un vaste courant, artistique et culturel autant que littéraire, né de la conjonction de facteurs historiques et par lequel s'expriment toutes les possibilités de l'imaginaire. Le renouveau gothique en architecture a été appelé de diverses façons Georgian Gothic, Georgian Rococo ou Strawberry Hill Gothic, ce qui montre l'influence de la réalisation architecturale d'Horace Walpole sur ce phénomène. Il est vrai que cette personnalité énigmatique a joué un rôle essentiel
comme le développera la seconde partie de cet exposé. Les thèmes de la fiction gothique, comme ceux des contes, expriment des constantes de l'esprit humain, ce que les Jungiens appellent des archétypes de l'inconscient collectif. Les mythes, contes, légendes sont des archétypes qui nous livrent les clés de notre psychisme. L'irrationalité, étouffée chez l'adulte, réapparaît dans le rêve ou dans la création artistique, en particulier dans ce type d'œuvre. Ce qui explique la pérennité de ce genre d'histoire, en particulier sa continuité sous des formes nouvelles, notamment par la descendance du Gothic villain qui évolue en savant fou, en monstrueuse créature de la science et en vampire. Ce sera l'objet de la troisième partie. Cette nouvelle génération de personnages terrifiants atteste la permanence des thèmes gothiques et de l'esthétique macabre. Le succès du roman de Bram Stoker en 1897 a fait du personnage de Dracula une figure paradigmatique à qui la décadence a donné une dimension emblématique. Cette esthétique de la transgression est dans la droite ligne des idées subversives véhiculées par le roman gothique et reflète la révolte à l'origine du renouveau gothique. Donc remontons un peu aux origines. L'adjectif gothique apparaît en Italie au XVe siècle, exprimant le dédain de la Renaissance pour le Moyen-Âge. Au XVIIe, appliqué à l'architecture, gothique recouvre ce qui n'entre pas dans l'ordre classique, ce qui résiste à la rationalité. Dans la première moitié du XVIIIe est gothique ce qui est dédaigné, démodé et dédaigné par la bonne société. Et cet adjectif prend un sens péjoratif, injure courante, puisque Walpole la réserve à l'un de ses compatriotes. C'est ce même Walpole qui renverse l'acception populaire du mot gothique. D'un adjectif dépréciatif, il fait une épithète laudative. Walpole remarque que s'il faut du goût pour apprécier l'art classique, il faut de la passion pour apprécier le gothique. On assiste effectivement à une évolution du goût au fil du siècle, à l'émergence d'une nouvelle sensibilité, ou plutôt à son développement. Car déjà avant la deuxième moitié du XVIIIe se faisait sentir l'attirance de la terreur et du mystère, comme en témoignent les drames élisabéthains et la poésie du début du XVIIIe. L'émotion, la sensibilité redeviennent indispensables. Le cartésianisme est supplanté par la philosophie empirique. L'individu découvre la vérité par l'intermédiaire de ses sens. Une esthétique de l'irrégularité, un art de la sensibilité s'oppose à l'art classique fait de cohérence et de raison. Dans les sources du renouveau gothique, on distingue plusieurs aspects mêlés. Une influence esthétique très nette, en quête du pittoresque et du sublime, une influence archéologique qui s'exprime dans la redécouverte du passé médiéval, et enfin, le gothique a sans conteste subi des influences littéraires multiples. Que le XVIIIe siècle finissant se soit laissé fasciner par le surnaturel après le triomphe de la raison et des Lumières n'a rien d'étonnant. Cette période est traversée par deux courants principaux d'ombres et de lumières. Le siècle de la raison est aussi l'âge d'or du sentiment, de l'émotion. Époque de rationalisme, d'optimisme, mais aussi de doute, de mélancolie. Époque oxymoronique où se côtoient la cruauté la plus abominable et la sensibilité la plus exacerbée. La définition qu'en donne Dickens reflète cette ambivalence. Le siècle des Lumières est marqué par un double régime de pensée. D'un côté, un courant rationaliste, déterministe, prôné par les philosophes, de l'autre, un intérêt marqué pour le spiritualisme, l'occulte, tout ce que l'on désigne sous le terme d'illuminisme. L'illuminisme est le fruit des excès des Lumières. La peur est assimilée à un jeu et on s'amuse à la susciter ou à la ressentir par l'intermédiaire du roman, attendu que la réalité ne serait peut-être plus capable de faire éprouver le frisson du merveilleux. Et on songe ici à ce mot de Madame du Deffand en réponse à la question « Croyez-vous aux fantômes ?» Non, mais j'en ai peur. Réplique qui résume l'état d'esprit de l'amateur de récits fantastiques. Le gothique ne pouvait voir le jour qu'à une époque de rationalité, car il exprime une révolte contre la tyrannie de la raison. C'est de l'architecture que naît le gothique, comme le souligne le titre du premier de ses romans, The Castle of Otranto. Jusque vers le milieu du siècle, l'architecture est dominée par l'équilibre, la symétrie dont Wren a emprunté le secret à Palladio. C'est le triomphe du palladianisme. Mais au même moment, Horace Walpole aménage Strawberry Hill dans le style gothique. Des fabriques apparaissent dans les parcs aménagés par Kent et ses successeurs, preuve que le goût anglais évolue.
Vers 1730-1740, l'Angleterre se couvre de jardins paysagers. C'est une vogue inouïe. On détruit les jardins réguliers, donnant la préférence aux terrains accidentés et aux fabriques. Les ruines envahissent jardins, peintures, poésie. On peut voir la genèse du roman gothique dans le goût pour les ruines, qui implique la possibilité de développement sinistre puisqu'elle serait hantée. C'est son incertitude formelle, son inachèvement qui confère à la ruine sa faculté créatrice. Architecture en suspens, qui fait naître le suspense, elle exerce l'imagination. Sorte de château ne battant plus que d'une aile, comme dit Breton, la ruine n'est que l'ombre d'une demeure, mais une demeure d'ombre. Symbole présent dans le titre des romans gothiques. Les ruines gothiques se caractérisent par leur irrégularité, à présent considérée comme une des vertus de l'art paysager, qui adopte la ligne serpentine prônée par Hogarth. Et en littérature, le gothique fonctionne suivant le même principe. De même que l'inachevé et le mystérieux sont les caractéristiques de la ruine, le suspens, l'omission, le manuscrit incomplet, l'énigmatique constituent les traits distinctifs de l'intrigue du roman gothique. De nature à créer une atmosphère étrange, surnaturelle, la ruine rappelle le sublime, cet aspect de la nature primitive, puissante et sauvage. En 1757 paraît L'essai sur le sublime de Burke, légitimant l'architecture gothique. Ce mélange de fascination et de répulsion au spectacle des objets imposants par leur ampleur, leur intensité ou leur aspect ténébreux avait déjà été évoqué dans les lettres et les récits de voyage. Et le grand tour est en partie responsable de l'intérêt pour les aspects sauvages et grandioses de la nature. La catégorie du sublime permet d'assumer ce qui touche au sombre, à l'inquiétant, au gothique, et de lui donner une valeur esthétique. Burke définit les 7 sources du sublime: obscurité, puissance, privation, étendue, infinité, difficulté, magnificence. Le beau et le sublime s'opposent radicalement. Le beau se fonde sur le plaisir, au contraire, sont sublimes les objets à la surface irrégulière, aux vastes dimensions qui rappellent la notion d'infini. L'obscurité est nécessaire car inquiétante. Le mystère requiert la pénombre. Donc le gothique a sa catégorie, le sublime, et on découvre du même coup sa valeur esthétique. Au milieu du XVIIIe, en architecture comme en littérature, les tendances nouvelles relèvent à des degrés divers de la catégorie du sublime. Le retour nostalgique vers le passé idéalisé est amorcé en architecture et en littérature. James Macpherson commence à traduire, entre guillemets, puisque ce n'est pas une vraie traduction, Ossian en 1760. En 1764, Horace Walpole publie The Castle of Otranto, succès immédiat pour ce premier roman gothique qui a connu depuis plus de 150 éditions. En 1765, l'ouvrage de Thomas Percy contribue à l'enthousiasme pour les anciennes poésies anglaises et les romanciers gothiques se sont placés sous l'égide de Shakespeare. Ces pièces fournissent abondance d'exemples de surnaturel, fantômes et prophéties dans Hamlet, Macbeth, Jules César, Richard III notamment, évidemment, ils constituent une source inépuisable d'éléments propres à créer une atmosphère étrange, par exemple dans Macbeth, la lande désolée. Le cadre des romans gothiques doit beaucoup au rempart du château d'Elseneur ou de la forteresse d'Inverness, sans parler de la galerie des horreurs de Roméo et Juliette, les tombes, sépulcres, squelettes. En tant que genre fictionnel, le roman gothique naît dans la deuxième moitié du XVIIIe comme l'intervention consciente dans un débat antérieur entre romance et novel. Walpole insiste sur sa volonté de réconcilier la littérature d'imagination, romance, et la littérature réaliste, novel. Contrairement au novel, récit d'événements réels qui ne s'éloigneraient pas du quotidien, le roman gothique se veut œuvre d'imagination et s'affirme comme romance, récit d'étranges aventures de chevalerie et d'amour.
Les écrits gothiques s'insèrent dans le XVIIIe siècle finissant, où le romantisme est sur le point de l'emporter sur le classicisme. La résurgence du macabre et de l'horreur à cette époque de tourmente révolutionnaire en France s'inscrit sous le signe de la décadence. Le morbide appartient à une sensibilité fin de siècle, comme en témoignent Huysmans, Villiers, Stoker à la fin du XIXe, ou le goût pour les histoires de fantômes et de vampires à la fin du XXe. Le fantastique traduit un fond d'angoisse émanant d'une situation politique confuse, voire alarmante. En 1760, l'Angleterre se trouve à une étape de transition entre civilisation rurale du passé et monde industriel moderne. Les années 1780 sont hantées par un sentiment de bouleversement propice à l'éclosion de la nostalgie. Le roman gothique anglais est l'expression de l'émoi qui accompagne la Révolution française, et pour Sade, les romans noirs sont le fruit des révolutions. La démarche du fantastique, c'est l'apparition, ce qui ne peut raisonnablement arriver et qui se produit pourtant au sein d'un univers tranquille, banal, sans rien d'insolite, d'où l'on croyait le mystère banni à jamais. Nombre de romans gothiques s'ouvrent par la description d'une vie pastorale idyllique brutalement rompue par l'irruption d'un mystère prétendument surnaturel qui fait ressurgir du passé un élément enfoui dont les protagonistes ne peuvent fuir l'emprise. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement surnaturel. Le gothique reflète la nostalgie de l'époque devant la disparition d'un âge d'or. En Angleterre, le style perpendiculaire est associé au développement économique avec les Tudors. Donc, ce retour au gothique, attaché à l'histoire glorieuse du pays, s'inscrit dans une entreprise de régénération nationale. Pourtant, caractérisé par l'irrégularité, par ce qui résiste à la rationalité et participant de l'interdit par son association avec le papisme, le gothique est aussi au XVIIIe une esthétique de protestation. Le roman gothique, avec ses abbayes et ses châteaux en ruine, ses forêts impénétrables, ses paysages vertigineux, signale une révolte contre le matérialisme oppressant de l'époque. Le premier roman gothique, The Council of Otranto, résulte d'une révolte de son auteur qui se rebelle face à un moment de crise qui impacte sa vie et révolutionne la littérature. Horace Walpole est la personnalité qui domine le renouveau gothique au XVIIIe. Il a passé 40 ans à goticiser sa villa, Strawberry Hill, dont le décor pseudo-médiéval a nourri son inspiration. Son choix du gothique pour sa demeure relève de bien plus que d'un désir de non-conformisme et d'opposition aux normes de son temps. Ce retour en arrière donne forme à un refuge. Il est où mon refuge ? Voilà. Un refuge où il se retire en compagnie d'intimes. Tremplin pour l'imagination, lié à des souvenirs heureux de son enfance, ce lieu met à nu la personnalité secrète d'Horace, ses rêves et ses délires. L'attrait du gothique vient de ce qu'il s'adresse aux sensations, à l'imagination, style d'excès esthétique, de plaisir sensuel, de débordement licencieux, contrastant avec l'attraction intellectuelle du classicisme. La devise de Walpole n'est-elle pas « fari quae sensiat », dire ce que l'on sent. Au XVIIIe, le gothique est une architecture de protestation qui suggère une perspective critique oblique sur l'ordre établi, une contre-culture rebelle, voire révolutionnaire. Strawberry Hill est une affirmation personnelle de différence et d'individualité. Horace est de santé fragile, il est frêle, contraste avec la virilité de son père, Sir Robert Walpole, qui gouverne l'Angleterre pendant un quart de siècle en ministre tout-puissant. À la mort de son père, Horace s'émancipe et donne libre cours à son originalité pour l'aménagement de Strawberry Hill. Employer le style gothique revient à nier le palladianisme dont son père s'est inspiré à Houghton Hall pour réaliser sa demeure grandiose, consécration de sa gloire. Socialement, artistiquement, politiquement, Strawberry Hill est chargé d'implications subversives. La tribune, salle renfermant les trésors de Walpole, éclairée par des vitraux, est conçue, dit-il, pour ressembler à une chapelle catholique. Il est toujours illégal de construire une chapelle catholique à l'époque, et l'association du gothique médiéval avec l'ancienne religion cause le frisson de l'interdit. Avec Otranto comme avec Strawberry Hill, Walpole franchit les frontières du goût et du genre pour créer une œuvre originale. Affirmation de sa liberté, comme il le souligne dans sa préface.
Déclaration qui revendique fantaisie, diversité, originalité et imagination, programme parfaitement réalisé dans son roman et dans son manoir. Avec The Council of Otranto, on assiste à l'avènement d'un nouveau genre littéraire qui envahit le continent et l'Amérique et continue de susciter des émules depuis 250 ans. Genre nouveau, en rupture avec le réalisme, coupé du cadre de la vie réelle, ou plutôt à sa frontière. Car s'il met en scène un passage de la vraie vie à l'imaginaire, il n'effectue jamais totalement le passage dans une autre version de la réalité. L'entre-deux est ce qui dépeint ce genre nouveau, qui se caractérise notamment par un entrecroisement du masculin et du féminin qui le marque comme queer. La frontière se trouble entre les genres et entre les sexes. Le gothique dévie de la norme du novel et The Council of Otranto ébranle la norme littéraire du moment en réintroduisant des éléments qui étaient propres au récit de chevalerie. Walpole agit délibérément, s'opposant à son siècle, comme il le confie à Madame du Deffand. Le roman gothique bouleverse les codes sociaux, déculpabilise les perversions, culbute les contraintes physiologiques, sociales, morales. Renouant avec un genre littéraire en opposition aux normes établies par le novel, le gothique conteste les valeurs traditionnelles et se fait subversif car il menace l'ordre social et politique. Il peint le triomphe de la passion sur la raison. La conduite des personnages se caractérise par la démesure, le dérèglement, plutôt que par l'équilibre et la modération encensée par le siècle de la raison. Et le surnaturel se voit accorder une place de choix dans un siècle associé au rationnel. Bien plus, Walpole et ses successeurs redéfinissent le rôle traditionnel dévolu à l'héroïne. La femme sort de son boudoir, de sa passivité, pour s'affranchir du monde clos où l'enferme la société patriarcale. Isabella, loin d'être une victime effarouchée, possède détermination et surtout connaissance. Et Mathilda transgresse le devoir envers son père et son suzerain en contrevenant aux ordres de Manfred et en libérant Théodore. Une lecture post-freudienne ne saurait ignorer la signification du don de l'armure du père que fait Mathilda à Théodore. La femme est maîtresse de la situation et guide l'homme, comme l'atteste le recours au passif. He was conducted. Remise en cause de l'autorité, défi aux hiérarchies genrées, transgression des tabous moraux et sexuels, le roman gothique est une littérature de protestation, notamment par le rôle révolutionnaire qu'il attribue à l'héroïne et partant à la femme. Ébranler l'homme dans ses certitudes, faire vaciller la société patriarcale dans une expérience littéraire inédite. La structure même du roman, comme le plan asymétrique de Strawberry Hill, est gothique, tout sauf direct. L'intrigue emprunte des détours, égare, désoriente le lecteur. Et dans les circonvolutions de cette parole, c'est l'inconscient qui se profile dans la chaîne des signifiants. Ce n'est pas un hasard si Maule intitule son chapitre 9 « Otranto and the Outing ». C'est par l'œuvre d'art que se trahit l'impossibilité du dire. Otranto comme Strawberry Hill sont des symptômes qui représentent une réponse à divers épisodes facteurs de perturbation ou d'interdiction, dirait Lacan, survenus dans la vie de leur auteur. La création constitue une reconnaissance du passé meurtri et un pas vers l'avenir. Son secret, objet de scandale, est la cause du délire de Walpole qui littéralement s'écarte du sillon du chemin tracé pour enfiler un chemin de traverse qui va le conduire vers la vérité et le réel. Empêché de dire son nom ouvertement, Walpole remanie le traumatisme passé afin de le rendre socialement acceptable. Et avec son roman d'une révolte individuelle, il lance une révolution par cette entreprise gothique qui va institutionnaliser un genre littéraire nouveau. Le combat contre l'horreur du trauma des origines devient mythe fondateur. Les métamorphoses subies par le genre gothique sont le signe de sa santé florissante, car un genre qui n'évolue pas finit par s'étioler. C'est grâce à l'humour qui lui permet de porter un regard sur lui-même que le gothique échappe à la sclérose. L'humour est un des plus précieux facteurs de résilience, car il opère la transformation d'une souffrance en représentation amusante.
ce que fait Walpole par ce recours et ce retour au gothique. Strawberry Hill devient la scène sur laquelle Walpole joue sa vie, un refuge, un lieu de séjour privilégié pour ses intimes, un grand boudoir gothique, closet, où il se retire lorsqu'il souhaite exprimer sa véritable personnalité en privé. En faisant passer sa contestation dans la création, Walpole parvient à trouver un tuteur de résilience, comme dit Cyrulnik. Par le biais de l'architecture et de l'écriture gothique, Walpole sort du cadre conventionnel pour dévoiler son identité de genre, cette vérité exprimée par éclipse, mais jamais véritablement formulée. Cette différence, cette volonté de transgression des tabous se poursuit et s'affirme dans les métamorphoses que va subir le roman gothique. Voyons d'abord les caractéristiques de ce genre. Tous les romans gothiques suivent la même recette, incorporant des châteaux en ruine, des souterrains dédaléens, les mystères de la nuit et ses créatures d'épouvante, des manuscrits oubliés, des orages, des paysages d'angoisse, une jeune fille en détresse, des banditti, un villain, des gémissements mystérieux et effrayants, des cadavres, des spectres. Écrivains et éditeurs cherchent à attirer les lecteurs en adoptant une panoplie de procédés pour créer suspense et terreur. L'élément de base, c'est le cadre, principalement le château ou le couvent. C'est de l'architecture que naît le gothique. Le héros de Walpole, c'est le château. Le titre est éloquent. Au XVIIIe, les romans portent en général le nom du héros. Dès l'incipit, le château définit un champ fantastique délimitant un espace clos où tout peut arriver. L'aspect le plus saisissant du château, c'est l'image d'un lieu clos, protégé de l'extérieur par des remparts, des tours, une énorme herse entourée de précipices et dont toutes les issues sont soigneusement gardées. Le château se révèle être une prison. La séquestration est essentielle, voire obsessionnelle au genre gothique. L'image du voile, topos gothique, représente également un symbole de séquestration, de restriction, de ténèbres, ainsi que de répression de la sexualité. Tous les romanciers gothiques privilégient les lieux clos comme cadre de l'action, châteaux, couvents, prisons de l'Inquisition, asiles d'aliénés, souterrains, closet, cabinets secrets, cavernes et bien sûr, ultime lieu d'enfermement, la tombe. Pas un seul roman gothique qui ne possède au moins une cellule ou une prison. Lieu onirique par excellence, lieu où l'on s'égare, le château subit bien des métamorphoses depuis aux 30. d'Udolpho à l'hôtel Overlook de Stephen King, en passant par la maison aux 7 pignons de Hawthorne ou la maison d'achat de Poe, jusqu'aux maisons vampires de Masterton. Le château est à la fois la représentation du pouvoir de l'Ancien Régime et le modèle des profondeurs de la psyché. Sa description donnée au préalable est un moyen de prévenir le lecteur qu'il entre dans un univers radicalement autre. Le cadre exprime de façon symbolique que l'on quitte le monde de la réalité quotidienne. Les châteaux et abbayes gothiques, les cavernes, les souterrains labyrinthiques, les portes fermées, les forêts impénétrables suggèrent que l'on va découvrir quelque chose qui est normalement caché. Ce que déclare Bettelheim au sujet des contes de fées, donc du merveilleux, s'applique bien au gothique. Ces couloirs, ces escaliers qui n'en finissent pas sont la projection des perplexités et des angoisses des personnages, la transposition d'une inquiétude et d'un malaise sur le mode architectural. Et ce labyrinthe existe pour lui-même à la façon des prisons des gravures de Piranèse. Le château constitue une projection fantasmatique de l'univers intérieur du personnage, projection de ses angoisses et de ses désirs. Le trait le plus inquiétant et le plus gothique de cet édifice réside dans sa dimension souterraine. Les souterrains sont jonchés d'ossements, de cadavres en putréfaction. Le château est un lieu de dégénérescence, voire de décomposition, un lieu de vie qui se transforme en ce lieu de mort qu'est la tombe. Toute demeure est une prison. Les murs n'offrent aucune protection puisque l'ennemi que l'on croit extérieur, autre, est déjà à l'intérieur. La forêt prolonge l'architecture. On se perd autant dans un dédale végétal que dans les corridors du château. Pour l'analyste, par son obscurité, par son enracinement dans la terre-mère, la forêt symbolise l'inconscient et la pénétration dans le mystère de ses futaies représente la descente vers l'irrationnel. La forêt, monde où le soleil se tait, figure le monde privé de la lumière divine. Elle correspond à une période d'égarement moral et intellectuel. La voie droite a disparu, on se trouve désorienté, le lieu sécrète le monstrueux et le désert dans l'obscurité se prête à tous les fantasmes.
La wilderness représente la nature sauvage, la terre primitive, où le héros retrouve le sauvage enfoui en lui-même qui ressurgit au contact du sublime de la nature. Chez Brown, les paramètres de la privation et de l'immensité s'unissent pour livrer un paysage hallucinant, paysage quasi lunaire, mélancolique, d'une stérilité significative. Privation en termes de solitude, de silence et d'obscurité. La wilderness est un lieu de malédiction et d'expiation. Par opposition au settlement, l'Est urbanisé et civilisé, c'est l'Ouest sauvage où entraîne le diable. L'Ouest est associé au déclin, le soleil se couche à l'Ouest, et l'homme qui a perdu ses repères est désorienté à l'Ouest. Lieu privé de la lumière de Dieu, infesté d'esprits tentateurs, version américaine du désert biblique chez Brown et plus tard chez Hawthorne. Les paysages symbolisent le désert de l'homme livré à ses passions, conséquence du péché et de la faute ancestrale. Ils vont au-delà de la géographie pour représenter la subjectivité et incarner le mal. Cette atmosphère inséparable du thème de l'enfermement et de l'aliénation est faite pour déstabiliser des personnages en quête de leur identité. Privés de repères, ils sont plongés dans les ténèbres réelles et symboliques. Le crépuscule et l'aube, frontières entre le jour et la nuit, sont des moments privilégiés du roman gothique. Son étymologie rattache le crépuscule à l'incertitude et à ses corollaires, le doute et l'indécision. Le gothique est une écriture de l'entre-deux. Le crépuscule est le moment d'apparition des êtres doubles. Le crépuscule et l'aube correspondent aux moments liminaux de sommeil et d'éveil où l'inconscient vient se fondre dans la pensée consciente. La nuit, symbole de l'inconscient, permet aux souvenirs enfouis de remonter. Pendant le sommeil, l'inconscient se libère dans les rêves. La réduction de la vision, induite par l'obscurité, technique traditionnelle du gothique, suggère la régression à un stade précédant la conscience dans le ventre maternel. La nuit déclenche l'action, favorise le déroulement de l'intrigue et son dénouement, grâce en particulier à deux de ses agents, le sommeil et le rêve. La nuit accroît l'effroi du lecteur, dit Burke. C'est l'heure idéale pour l'aventure, c'est la plus belle heure du jour. C'est à minuit que l'on déchiffre des manuscrits oubliés, que l'on surprend des conversations décisives, que l'on découvre des secrets atroces, que l'on tend des guet-apens, qu'on viole et qu'on tue. C'est là que se prépare l'attentat contre Adeline, la tentative de meurtre contre Helena, l'enlèvement d'Emily, l'enterrement de Madame Montoni, ainsi que l'union tragique de Melmoth et d'Imlay. C'est aussi au cours d'une lugubre nuit de novembre que Victor Frankenstein voit sa créature ouvrir ses yeux jaunes. La nuit est associée à l'opération des forces du mal et dans les ténèbres rôde une faune épouvantable. Assassins, inquisiteurs, moines féroces, lycanthropes, nonnes sanglantes, juifs errants, spectres, vampires, Satan lui-même. Tant il est vrai que le sommeil de la raison enfante des monstres. La nuit libère les créatures monstrueuses de l'imagination. Certains personnages sont liés à la nuit, le vampire qui ne peut supporter la lumière du jour. Certains, portant une capuche, sont voilés de noir. Cette non-couleur associée au deuil, à la mort qui est souvent euphémisée en sommeil. L'obscurité favorise les méprises. Dans les romans gothiques, appelés romans noirs en France, ce qui ne saurait relever du hasard, les ombres énigmatiques et les voix mystérieuses se manifestent au clair de lune. Astre féminin, instable et influençable, car miroir de la lumière solaire, la lune est au seuil de l'inconscient et représente la part instinctive qui sommeille en l'homme. C'est elle qui modèle les rêves, les fantasmes et l'imaginaire. Au lever de la lune, les morts se lèvent de leur tombeau, sortent de leur tombeau, et les vampires s'éveillent. Et la pleine lune, ce grand jour de la nuit, est associée au loup-garou. La croyance à l'existence d'un lien entre la folie et la lune est très ancienne. La croyance au loup-garou est présente dans toutes les cultures, de l'Ancien comme du Nouveau Monde. Dans le gothique, la lune est un accessoire obligé du décor, semblable à un projecteur de théâtre braqué pour dévoiler des visions de cauchemar. Quand ce n'est pas la lune qui éclaire la scène, c'est l'éclair qui sert de révélateur, notamment dans Frankenstein. Tonnerre et tremblement de terre sont associés à Lucifer ou à une puissance maléfique. Souvent, l'orage se déchaîne la nuit, accroissant encore l'effroi des acteurs et des lecteurs. Le vent s'engouffre dans les souterrains pour éteindre la chandelle de l'héroïne, la plongeant dans les ténèbres et dans le désespoir. Le courant d'air est dénonciateur de frontières détruites et figure l'irruption imminente de la mort. Et l'orage force les personnages à chercher refuge dans des lieux désolés où se noue leur destin. La mer aussi
est un personnage, un acteur. Grâce au sublime et à la lecture d'Ossian se développe au XVIIIe un goût nouveau pour la mer sauvage et déchaînée. La mer repousse et attire, paradoxe, bipolaire, à la fois origine de la vie et principe de mort. Au bord de la mer, l'animalité tapie au fond de chaque être se réveille avec férocité, se traduisant par le personnage du naufrageur. La mer, élément aux multiples métamorphoses, est aussi associée aux vampires, créatures aux nombreux visages. À bord du navire se produit une sorte d'initiation par une série d'épreuves. D'abord, largage des amarres, symbolisant rupture du cordon ombilical. Bientôt suivi par le mal de mer, puis par la tempête, qui peut s'interpréter comme la punition infligée après la désobéissance au père. Suite logique, le naufrage, qui représente un moment de crise où se révèle la fragilité de la condition humaine, son isolement, sa vulnérabilité. Cette situation de crise crée un monde nouveau pour ceux qui la vivent, qui se retrouvent dans une situation nouvelle, dans une vie nouvelle, voire sur une terre nouvelle dans le cas du naufragé. Les représentations du naufrage et d'autres catastrophes sont fondées sur un même schéma de base, contraste entre un monde paisible, statique, et un monde de crise et de bouleversement. Les héros gothiques, à l'instar des Européens de la fin du XVIIIe, sont brutalement coupés de leur passé et jetés dans une nouvelle existence terrifiante. Le naufrage fonctionne à la manière d'un paradigme. Le naufrage vécu littéralement, physiquement, devient métaphorique et figure le naufrage des valeurs traditionnelles et du monde de l'Ancien Régime. En suscitant chez le lecteur pitié et terreur, les romanciers gothiques s'efforcent de l'éduquer par le biais d'une sorte de catharsis. Rien de tel pour susciter la peur que la métamorphose, l'animation des inanimés et l'intervention du surnaturel. Toute description de la nature ou des architectures recourt au même procédé syntaxique. Le sujet des phrases est inanimé, non humain. Et la terreur procède de perspectives déformantes. Selon le point de vue, la vision est déformée comme dans l'anamorphose. Elle ajoute un point de vue latéral à un point de vue frontal, si bien que, considéré sous un certain angle, le portrait semble déformé et disloqué, tandis que sous un autre, l'unité se reconstitue et la confusion et l'irrationnel se résolvent. Par exemple, Les Ambassadeurs, où Holbein a voulu livrer une leçon morale sur la vanité. De face, il expose la puissance et la gloire, mais de côté, il dévoile une tête de mort. Pour le spectateur qui choisit le bon point de vue, l'anamorphose révèle une vérité cachée. De la même façon, le décor gothique est déformé par le prisme du regard subjectif du protagoniste. Le familier, le connu, le quotidien peuvent être dans le même instant l'étrange, comme dans un tableau à double lecture qui, par un jeu d'optique, montre de face une réalité souriante et de profil un élément monstrueux. L'inquiétant naît précisément de cette double lecture. C'est ce que Freud désigne par l'unheimlich. L'inquiétante étrangeté, mauvaise traduction française, mais bon. Le familier, l'intime peuvent dans le même moment être l'inquiétant. Désir et angoisse sont à l'origine des perceptions imparfaites. Chacun voit ce qu'il désire voir, ou plutôt ne voit pas ce qu'il refuse inconsciemment de voir. L'univers gothique est un univers impressionniste où les objets et les êtres sont normaux, mais déformés par la terreur ou la névrose du spectateur. Il n'y a là aucun événement surnaturel, juste l'état d'esprit d'un individu anormal ou psychologiquement fragilisé. Sortir du cadre, passer de l'autre côté du miroir, c'est franchir la limite entre rationnel et irrationnel. La traversée du miroir fait accéder au pays des merveilles, à une épiphanie de l'au-delà. Ce passage d'un monde à l'autre, cette violation de frontières, impose l'idée d'un seuil. Il n'est de fantastique que de l'au-delà. Le fantastique est impossible sans franchissement du seuil. L'action du roman gothique se déroule dans un territoire frontière, neutre, mais non étanche, décor favori des romans américains. Cette frontière existe non seulement entre l'Est et l'Ouest, entre la civilisation et la wilderness, mais aussi entre le monde ici-bas et l'au-delà, la conscience et l'inconscient. Le gothique se situe dans des lieux de transition, dans des espaces liminaires et présente aussi des oppositions à l'intérieur du moi. Sa force réside dans sa capacité de faire entendre la voix de l'autre. Le gothique est une écriture de l'entre-deux, de la transgression des limites, une esthétique de l'incertitude. Il affectionne le crépuscule, qui introduit une atmosphère de clair-obscur, ce qui participe d'une incertitude d'identité.
C'est le moment d'apparition des êtres horrifiants, fantômes, vampires, morts-vivants, lycanthropes de tout poil, qui hésitent entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts, l'humain et l'animalité. La fiction gothique a un intérêt obsessionnel pour les frontières et pour leur instabilité, que ce soit la frontière entre les morts et les vivants, entre Eros et Thanatos, entre douleur et plaisir, réel et irréel, naturel et surnaturel, humain et non humain. Les limites physiques habituelles des choses et des êtres deviennent floues, disparaissent. Le portrait quitte son cadre, la statue saigne, les panneaux secrets s'ouvrent dans l'épaisseur des murs, spectres et vampires franchissent la frontière entre les vivants et les morts, les protecteurs deviennent des assassins, les lieux d'asile des prisons. Même les décors naturels revêtent une dimension onirique. La frontière est un symbole intrinsèquement gothique de la littérature américaine, évoquant des terreurs surnaturelles. Les traditions populaires de nombreuses cultures associent le désert, la wilderness, au surnaturel. L'atmosphère de mystère régnant sur ce lieu, surtout la nuit, éveille l'imagination. Les branches des arbres semblent des silhouettes étranges et le vent des gémissements. La forêt s'anime et bruisse de créatures monstrueuses. Ce monde de l'entre-deux, qui oscille perpétuellement entre raison et irrationnel, est infesté d'une faune terrifiante qui défie les lois physiques et l'imagination. Spectres et revenants sont des négations des contraintes temporelles et spatiales. La métamorphose est le phénomène monstrueux par excellence car elle engendre une logique particulière. L'être n'est plus ce qu'il est, le même et l'autre s'identifient. Ce qui sous-tend toutes ces histoires, c'est le thème de la bestialité inhérente à l'humain. Le fantastique, c'est l'équivoque, c'est la présence de la bête dans l'homme et de l'homme dans la bête. En tout être humain sommeille un double monstrueux qui aliène sa personnalité. Le monstrueux est lié à l'hybridation, au collage contre nature d'éléments hétéroclites. Et l'hétérogénéité des signifiants crée le brouillage du signifié, l'innommable. Cette horreur est mise en évidence dans le phénomène de la lycanthropie. La folie louvière a longtemps fait partie du tableau clinique de la mélancolie et le crépuscule, ce moment entre chien et loup, est aussi celui de la mélancolie. C'est le retour de l'état de culture à l'état de nature, la régression de la domesticité à la bestialité. Les lycanthropes peuplent la fiction gothique, symbole de la transformation, de la métamorphose, topos gothique par excellence. Malgré leur variété, les scélérats gothiques possèdent des traits communs. L'effet de terreur se concentre sur les yeux, les mains, la bouche et la lividité du teint. Le regard agit comme un signal. La présence du diable transparaît dans son éclat phosphorescent. Le regard est essentiel dans la construction du fantastique. La mythologie grecque regorge de regards interdits, maléfiques, mortifères, et cet effet destructeur du regard est aussi présent dans la Bible, avec l'interdiction de voir dans l'Exode. Les yeux du Velen sont d'un éclat insoutenable, dotés d'un pouvoir étrange. Regard fascinateur qui tient en son pouvoir, qui captive, qui s'emploie à séduire, qui nourrit le soupçon de sorcellerie. Les Velen gothiques sont autant de métamorphoses de Satan, préfiguration du vampire, qui reprend le thème séculaire de la séduction du mal. Il est celui qui séduit, corrompt, vampirise l'âme de ses victimes. Dans la figure du vampire, il y a une trace de la censure puritaine qui diabolise toute manifestation érotique. L'aliénation démoniaque et l'acte sexuel sont désignés par le même terme de possession. Créature fort ambiguë, sexuellement énigmatique, incarnation de toutes les déviances, le vampire franchit les frontières genrées, assumant tour à tour une sexualité masculine et féminine. Sont renversés les tabous instaurés par la civilisation. Le nombre de perversions et de déviances présentes dans ces romans, cannibalisme, algolagnie, viol, nécrophilie, homosexualité, inceste, attestent le reniement des valeurs. Les scènes de violence, d'inceste figurent la libération des pulsions refoulées opérant une catharsis. Le décor crépusculaire labyrinthique symbolise l'irruption de l'inconscient dans le conscient. C'est l'incursion d'un mystère prétendument surnaturel qui sert de catalyseur, faisant ressurgir du passé un élément enfoui dont les protagonistes ne peuvent fuir l'emprise. Le gothique suggère que le présent ne peut jamais se détacher de l'influence du passé. L'idée que l'on puisse revenir d'entre les morts met à mal toute conception traditionnelle de la temporalité. Le spectre
défie l'espace et le temps. Il ressurgit comme le secret refoulé finit par faire retour. Le gothique met en scène la confrontation avec les spectres du passé. Le gothique, c'est la rencontre avec l'autre. Le double. Le double qui exprime le clivage du moi, comme le démontre magistralement Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Le double peut aussi être implicite, suggéré par la répétition. Ce qui ne peut se remémorer fait retour autrement par ce qui se répète dans la vie du sujet et à son insu. Les cérémoniales, les rituels, les obsessions sont concernés par la répétition. Un grand nombre de personnages gothiques trouvent un écho dans leur double, ce qui donne à l'intrigue une impression de déjà-vu. La technique du jeu des doubles souligne l'instabilité de l'identité individuelle, oscillation perpétuelle du sujet à la recherche de lui-même. Et par le recours au récit inséré, racontant une histoire semblable à l'histoire principale, à la fois reflet et miroir déformant, on crée un effet de miroir, ces jeux spéculaires éclairant d'un regard différent l'intrigue. La figure du roman gothique est l'anamorphose et le monde gothique est un univers d'ambiguïté, de confusion, de trouble qui suggère la présence du double, de l'autre, banni du conscient, mais bien déterminé à revenir. Le spectre ou la créature monstrueuse, la figure de l'autre, de l'étranger, l'autre racialement, culturellement et socialement, incarne le mystère et le danger. Le personnage fantastique est un sans-papier potentiel. Cette absence de racines le nimbe d'une aura redoutable et fait naître les soupçons. Le vilain est autre, étranger, voire étrange. On essaie de chasser l'étranger, responsable de tous les maux, et on finit par s'apercevoir que cet autre est la part inconsciente du héros. On enferme l'indésirable, mais il finit toujours par faire retour. Freud compare l'idée refoulée à un invité importun, indésirable, qui ne cesse de revenir. Le retour du refoulé est un élément fondamental du roman gothique qui met en scène la confrontation avec un passé qui nous hante. Cathartique, cette littérature constitue un remède. Le spectateur se libère de ses passions en les éprouvant sur le mode de l'imaginaire. Et loin d'être immobile et inanimé, les éléments du décor gothique sont personnifiés, dotés de vie. Les craquements, bruissements et autres cliquetis sont le symptôme d'une animation des inanimés. Le portrait qui descend de son cadre dans le premier roman gothique fronce le sourcil, serre le poing dans le roman de Hawthorne, The House of the Seven Gables, avant de murmurer à l'oreille de Dorian Gray dans la nouvelle de White. La demeure gothique, aux fenêtres semblables à des yeux, frappe par sa ressemblance avec l'humain. La maison aux 7 pignons de Hawthorne est semblable à un grand cœur humain. L'ascenseur de l'hôtel Overlook de The Shining ressemble trop à une bouche ouverte. Le château d'Otrante n'est pas une nature morte. La statue d'Alfonso saigne du nez, le portrait soupire, quitte son cadre. Le château d'Udolpho non plus n'est pas inanimé. Dans la première description qui en est faite, le sujet de chaque phrase est non humain. Montagne, route, soleil, château. Le château qui est personnifié, qui se dresse silencieux, solitaire et sublime. Il existe une relation étroite entre le scélérat et sa demeure. Le personnage terrifiant est toujours associé à un lieu inquiétant, cela s'amplifie bien sûr avec le vampire, dont l'existence dépend de la présence d'un caveau. Le monstre existe par et pour le labyrinthe. La demeure gothique est elle aussi associée à son propriétaire. De simples séjours abritant un monstre, la demeure devient elle-même un monstre, vampire qui dévore les humains. L'espace familier, implanté dans le cadre de la vie réelle et du présent banal, devient le lieu de l'autre scène, où se manifeste l'horreur qui fait brutalement irruption. Par l'anamorphose, le décor ordinaire et banal exhale l'inhabituel. Et certains accessoires sont propices à faire basculer l'ordinaire dans le fantastique. Tous les éléments qui peuvent susciter le mystère, draperie, portrait, miroir. Toute draperie tend à suggérer le linceul. Dans ces représentations populaires, le fantôme n'est qu'un suaire. Les draperies ont aussi un rôle de dissimulation, de secret qui ajoute à l'atmosphère d'indécision, de mystère et de peur. La plupart des terreurs ressenties par les personnages viennent de perceptions trompeuses, qu'ils perçoivent ce qui n'existe pas objectivement ou qu'ils se méprennent sur des éléments banals du quotidien en les transformant en objets terrifiants. Assurément, le suspens et la terreur sont bien plus efficaces quand ils sont reliés à des éléments surnaturels ou prétendus tels. Et les jeux de miroir offrent d'inépuisables possibilités de produire des images bizarres. Si le reflet peut être terrifiant, son absence l'est bien davantage. Le revenant, spectre ou vampire, ne projette pas d'image dans le miroir, de même qu'il n'a pas d'ombre.
ombre, reflet, écho sont des manifestations du double. Il est impossible au revenant, double du défunt, d'avoir lui-même un double. Clé de voûte de l'intrigue du roman gothique, le secret refoulé refait surface de la même façon que le fantôme réapparaît. L'intrigue du roman gothique est centrée sur un secret de famille que l'héroïne s'efforce à tout prix de percer. Nombre d'héroïnes, mues par une curiosité irrépressible, découvrent le secret d'un père. La curiosité est l'écho de la voix du tentateur au Jardin d'Éden et la transgression de la volonté du père, la violation du secret, est cause de tous les malheurs qui s'abattent sur les protagonistes. Le secret, accessoire indispensable du gothique, est à la fois ce que l'on cache et ce qui transpire. L'intrigue du roman gothique figure une quête qui a pour but de retrouver une origine perdue ou cachée. C'est dans le passé que se trouve la clé de l'énigme. Dans les thérapies modernes aussi, on se sert du souvenir des éléments primordiaux. La psychanalyse présente l'individu de façon très semblable à ce que fait le gothique, comme essentiellement prisonnier de la tyrannie d'un passé omnipotent mais invisible. Notons que la psychanalyse freudienne naît en même temps que le roman de Bram Stoker. Dracula comme obsession et phobie sont publiés en 1897. Le monde fermé des romans gothiques est symbolique et onirique. Le lien entre le rêve et le roman gothique est mis en évidence dans la récurrence de ce motif, souvent sous forme de cauchemar, et dans l'origine de ces œuvres, dont beaucoup ont un point de départ onirique. Au moins 4 œuvres importantes de la tradition gothique ont commencé ainsi: The Castle of Otranto, Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde et Dracula. Les rêves et la fiction gothique sont 2 formes de représentation mentale voisines. De même que les rêves portent un sens caché, leur symbole relié par la condensation et le déplacement, les spectres, les voiles, les passages secrets, les manuscrits incomplets sont chargés d'un sens mystérieux. L'analyse d'un texte littéraire s'envisage de la même façon que le déchiffrement d'un rêve, les deux usant de mécanismes d'encodage bien similaires. Si le rêve est la voie royale de l'inconscient, l'art constitue une autre voie royale. Et Freud a démontré que les œuvres d'art ne sont pas assimilables à des faits vécus, mais aux rêves, c'est-à-dire à des productions imaginaires de l'esprit destinées à satisfaire les désirs inassouvis. En s'implantant outre-Atlantique, le gothique s'américanise, s'adapte à son nouveau sol. Si l'architecture gothique à proprement parler est absente des œuvres américaines, le décor naturel est marqué par l'influence esthétique de Burke. Immensité, hauteur, irrégularité sont caractéristiques de la wilderness des romans de Charles Brogdon Brown. En Amérique est gothique ce qui relève de la wilderness et de la part barbare, non civilisée, primitive, inconsciente et ténébreuse de l'individu. La spécificité du gothique américain est qu'il exprime une profonde anxiété à propos des crimes historiques, des désirs pervers qui projettent leur ombre sur la République américaine. Le héros est enchaîné au passé, hanté par le spectre de l'histoire familiale fondée sur un secret inavoué dont le poids finit par l'accabler et le plonger dans une folie meurtrière. C'est le cas de Wieland, des Pynchon, de Jack Torrance dans The Shining, où l'explosion de l'hôtel à la fin du roman de Stephen King rappelle celle du château d'Otrante ou de la maison d'un chat. La descente que fait Jack Torrance dans les sous-sols de l'hôtel correspond à une descente dans le passé refoulé qui fait retour inexorablement. L'analogie entre l'hôtel et la nation américaine est claire. La principale faiblesse de la bâtisse, sa chaudière, se situe au sous-sol, dans les fondations, de la même façon que la faiblesse principale de la nation se trouve dans les prémices sur lesquelles elle s'est bâtie. Comme le scélérat gothique, la société américaine est hantée par ses crimes passés. La terreur de la faute est au cœur du roman américain et la hantise névrotique de quelques crimes de famille, la phobie de la souillure imprègne toute la littérature américaine. Le gothique américain est une plongée dans le refoulé. Le réveil des monstres gothiques à l'époque victorienne, en particulier sous la forme vampirique de Dracula et de sa nombreuse descendance, confirme la résurgence d'un genre repris à la fin du XXe siècle par des auteurs aussi différents que Angela Carter ou Anne Rice. Et la créature fabriquée par le savant prométhéen de Mary Shelley ouvre la voie à une nouvelle génération de personnages terrifiants, représentatifs d'une époque dominée par le dogme du progrès, le savant fou et les monstrueuses créatures de la science.
Le savant fou incarne le mal en littérature parce que son désir insensé de franchir les limites imposées à l'humain lui fait transgresser les lois naturelles et morales. Animé d'une volonté de puissance démesurée, il cherche à rivaliser avec le Créateur, avec le Père. Animé par une libido sciandi qui transgresse le savoir officiel, par une volonté de puissance démesurée qui défie l'autorité divine, le héros de Mary Shelley, Frankenstein, donne vie à une créature accomplissant cet acte de procréation sans l'intermédiaire d'une femme, violant ainsi non seulement la loi divine, mais aussi la loi naturelle. La médecine est détournée de sa fonction et le médecin utilise ses compétences à rebours, c'est-à-dire à des fins criminelles, au service du mal et de la mort. Le savant se fait avatar satanique et finit par se confondre avec la figure du monstre. La nouveauté, c'est que le monstre n'est plus une créature de Satan, mais de l'homme. On passe du surnaturel au contre-nature. Créature hybride, le monstre inspire répulsion et terreur. Avec le spectre fin de siècle, on délaisse l'esprit impalpable pour s'intéresser aux revenants en corps et les apparitions se chargent du poids de la matière. Haleine putride et diverses preuves de son existence organique, un ongle, une mèche, l'empreinte d'une main, un sillage nauséabond, etc. Le statut du personnage fantastique, tantôt attirant, tantôt repoussant, est l'ambiguïté. Le scélérat gothique est le descendant du Vélon jacobéen, héritage de Sénèque, et sa lignée s'est agrandie avec le vampire moderne, figure ambivalente qui unit beauté et laideur, attirance et répulsion. Il est bien l'héritier du scélérat gothique dans la mesure où il allie pouvoir érotique et capacité de susciter l'horreur et la terreur. Tous deux sont des personnages polymorphes qui finissent par dévoiler leur véritable nature ainsi que la noirceur de leur âme après s'être débarrassés de leurs magnifiques atours. Le vampire n'est pas une apparition mais un être en chair et en os qui connaît une servitude ignorée du fantôme. Il doit se nourrir. Cumulant tous les traits distinctifs du scélérat gothique, le vampire s'impose à la fin du XIXe dans tous les genres littéraires et dans l'iconographie. Ce n'est plus une créature exotique, mais il s'acclimate à nos contrées. Il s'insinue dans les petites bourgades de nos campagnes pour perpétuer sa descendance. Il surgit du passé le plus lointain pour hanter l'époque moderne. Son origine diabolique est délaissée au profit d'une parenté avec l'animal. Bestialité, aptitude à se transformer en loup, en chauve-souris, en chien, etc. Le vampire entre en résonance avec les hantises de fin de siècle, en particulier celle de la décadence. Il appartient à une noble lignée privée de descendance, comme Carmilla, Dracula, Louis chez les vampires d'Anne Rice, et il dégrade les êtres jeunes pour survivre. Absorber le sang de l'autre revient à lui prendre son identité. C'est d'ailleurs un peu comme cela que l'on considérait la transfusion à la fin du siècle comme un transfert de personnalité. Le vampirisme est assimilé à une appropriation de l'autre et ce thème est souvent prétexte à une réflexion sur l'identité, à une époque pour laquelle la véritable peur ne pouvait venir que de l'intérieur. Le vampire appartient à l'espace-temps de la mort et pourtant il jouit d'une survie posthume. La présence de deux états contradictoires et incompatibles s'exprime dans l'oxymore qui le désigne, mort-vivant. Le vampire condamne ses victimes à la fois à la mort et à l'immortalité en leur faisant boire son propre sang, parodie sacrilège de l'Évangile. Le fantastique thématise les relations de fascination et de répulsion qui lient le double au moi. Le trait distinctif du scélérat, c'est son charisme, qui explique la vitalité exceptionnelle de ce personnage, attirance mêlée de répulsion. Il existe une relation algolagnique entre le vampire et sa proie, victime consentante, à qui il apporte la mort en même temps que le plaisir, en un spasme que l'on prendrait pour celui de la petite mort et non de la mort. La victime vampirisée est possédée à double titre, possession charnelle et possession démoniaque. Le vampirisme devient la forme ultime de l'amour. La morsure du vampire est un baiser de mort, baiser d'initiation qui ouvre les portes de l'interdit. Absorber le sang d'autrui revient à absorber leur identité, exprime Louis le vampire d'Anne Rice. Vérité qui est affirmée dans la Bible, la vie de toute chair est dans le sang. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Avec la figure du vampire se
régénère le thème de la fascination du mal. Ce qui entretient le magnétisme de ce séducteur, c'est le mystère qui l'enveloppe. Cet être ambigu se tient entre la réalité et l'illusion, entre la vie et la mort, entre ce monde ici-bas et l'autre monde. Les spectres des 19e et 20e siècles se matérialisent. Loin de n'être que l'esprit des morts revenus hanter les vivants, ils sont eux aussi vivants. Le vampire est une créature lycanthropique, incarnation du mal, qui renverse l'ordre naturel et social. La dent et l'ongle représentent les vestiges de la bête en l'homme, mais tous deux ont une fonction double et ambivalente. Les dents se découvrent en un charmant sourire, et l'ongle peut aussi se faire ornement. Imaginerait-on la femme fatale, cette vampe immortalisée par le cinéma, sans de longs doigts fuselés aux ongles parfaitement limés. Prédateur du genre humain, le vampire est surtout mangeur d'âmes. Mangeur d'hommes, c'est la vampe, dont le baiser morsure apporte la petite mort et la mort. La place importante de la femme à la fin du siècle dans les histoires de revenants et de vampires manifeste une angoisse croissante. On l'a vu, Walpole a initié cette révolte féminine avec la création d'une nouvelle héroïne qui prend les choses en main. Et cela se continue au XVIIIe avec Anne Radcliffe, qui fait de la féminisation du héros l'un des motifs principaux de ses intrigues, pour aboutir au XIXe au personnage de la vampiresse, chez Le Fanu, chez Gautier, et au XXe, avec l'héroïne post-freudienne et féministe d'Angela Carter. Si ces formes littéraires sont souvent considérées comme peu sérieuses, elles nous révèlent au contraire la face cachée d'une époque. L'héroïne gothique affirme son autonomie et la valorisation du mariage entre égaux. La nouvelle héroïne oppose à la représentation traditionnelle une image brouillée de l'identité sexuelle. Cela aussi apparaît dans le roman libertin du XVIIIe, surtout chez Sade, dont l'héroïne est bien supérieure à ses personnages masculins. Ces héroïnes rebelles à l'autorité des hommes, dont elles tentent de s'approprier les pouvoirs, défient les structures sociétales par le renversement des relations traditionnelles entre les sexes. Au tournant des Lumières se manifeste une réaction d'effroi devant ces formes d'énergie féminine. Le désir féminin est craint comme forme de chaos et de désordre. En accordant une voix à celles qui sont culturellement réduites au silence, le gothique offre un espace de liberté où les dominés se virilisent et se révoltent contre un monde phallocrate. Le vampire a une santé à traverser les siècles et il s'est perpétué en se renouvelant constamment. Son image est beaucoup plus diversifiée que lorsqu'il était confiné au rôle peu valorisant d'épouvantail. En donnant la parole au vampire lui-même, Anne Rice sort du cadre narratif conventionnel qui, décrivant le vampire à la troisième personne, rendait ipso facto toute possibilité d'identification impraticable. Ces nouveaux récits de vampires, avec la présence d'un narrateur autodiégétique et l'introduction du dialogue, contribuent à l'humanisation du personnage qui cesse d'incarner l'altérité abominable pour devenir mon semblable, mon frère. Anne Rice le démythifie, lui insuffle une modernité rock'n'roll. Changement complet de statut pour le vampire. Jeune et beau, c'est un personnage romantique, à l'instar de tous ceux qui paient de leur solitude leur victoire sur Dieu. Le vampire du XXIe siècle s'éloigne du diable et par là même se sexualise. Tous les éléments habituels du gothique sont ici revisités pour répondre à l'esthétique de l'outrance d'une décadence fin de siècle. Le succès d'Entretien avec un vampire, adapté au cinéma en 1994, est tel qu'il popularise auprès des jeunes générations une figure que reprendront à leur compte 20 ans plus tard les stars de la Bête Lit, entre autres la saga Twilight, le journal d'un vampire et la communauté du Sud. La vitalité du personnage fantastique n'a d'égal que celle du genre gothique qui défie les genres théâtre, roman, nouvelle, poésie, cinéma, l'espace, toutes les littératures dans toutes les cultures et le temps. À l'instar du vampire, le gothique semble avoir gardé une éternelle jeunesse, car il a su changer, épousant les mœurs de son temps. Un genre qui survit après plusieurs siècles subit inévitablement des mutations. Le gothique s'est donc réincarné dans de nouvelles enveloppes depuis ses débuts. Par la parodie, il a prouvé sa capacité de se tourner en dérision, de se distancier, d'évoluer, échappant de la sorte à la mort. Le fantastique contemporain est l'aboutissement de cette longue lignée de fantômes et de morts vivants. Et la continuité de ce genre s'explique par l'universalité des images auxquelles il renvoie. Sa longévité suffit à montrer que cette forme littéraire touche un élément profond de toute culture.
Les mythes perdent leur réalité rituelle et deviennent des motifs littéraires, conservant une forte influence souterraine et continuant ainsi à délivrer leur message. La fiction gothique exprime des constantes de l'esprit humain présentes dans les mythes de fondation, d'initiation, de régénération de nombreux peuples. L'intrigue est fondée sur le schéma du voyage archétypal du héros, séparation, initiation, retour. Le schéma de base représente le franchissement d'un seuil qui fait passer du monde ordinaire de la lumière à un monde inconnu. Une fois le seuil franchi, le héros est soumis à une série d'épreuves, à diverses tentations, et l'initiation dans toutes les cultures marque le passage à une vie nouvelle, entrée dans le monde des adultes ou dans une société secrète. La caverne, lieu de l'origine et de la Renaissance, est propice à ces rites initiatiques. L'errance, autre topos du roman gothique, reproduit le schéma narratif de la poursuite, fondamental dans les récits élémentaires, et la caverne, modèle de la matrice, matérialise le regressus ad uterum défini par Mircea Eliade. On s'enfonce dans les entrailles de la terre à la recherche angoissante du corps de la mère. Le lexique ne laisse planer aucune équivoque. Entrailles, bouche, boyaux. Enfin, flûte. Désolée. Les protagonistes du roman gothique subissent aussi le châtiment de la transgression de l'ultime tabou archétypal, l'inceste. L'inceste qui est au cœur du roman gothique. Donc si le décor gothique, château et abbaye le plus souvent en ruine, forêt et rivage le plus souvent sublime, est emprunté aux prédécesseurs du gothique, la transformation onirique de ces lieux est bien moderne et annonce les conclusions de la psychanalyse. Rêves et cauchemars omniprésents sont largement décrits. Le Castle of Otranto et Frankenstein sont de l'aveu de leurs auteurs nés d'un rêve. Walpole explique s'être réveillé un matin de juin 1764 d'un rêve où il se trouvait dans un château médiéval. Le soir même, il s'asseyait à sa table pour écrire, sans savoir du tout ce qu'il avait l'intention de dire. L'origine du roman est dans la manière de l'écriture automatique. Les épisodes s'y ordonnent selon la logique des rêves. Le gigantisme de certains éléments évoque l'amplification onirique. Et c'est ce qui vaut à Walpole l'admiration des surréalistes, en particulier d'Éluard. Et curieusement, 2 siècles plus tard, c'est aussi un cauchemar, pendant une nuit passée dans un hôtel du Colorado, qui donne à Stephen King l'ébauche de son roman The Shining. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi faire ce roman gothique? Que fait la littérature en général? Aristote parle de catharsis, de purgation des passions et des émotions. Les interventions divines dans la tragédie représentent en réalité le travail sur l'inconscient, influence que soupçonnait déjà le siècle de Périclès, plus de 2000 ans avant Freud. Freud qui proteste lors de son 75e anniversaire, après qu'un orateur l'a salué comme le découvreur de l'inconscient. Les poètes et les philosophes ont découvert l'inconscient avant moi. Les grands écrivains ont vu avant les autres, car ce sont des voyants où va le monde. Réserve de sens et de possible déjà travaillée par le langage, la littérature s'interroge sur l'être de l'homme. C'est parce que son instrument est la langue qu'elle procure cette connaissance mieux que le discours philosophique ou que les images. Une même obsession des mots habite psychanalyste et romancier. Il s'agit de jouer avec le pouvoir des mots. Pour l'écrivain comme pour l'analyste, le langage est vivant, adressé, polysémique. Les métaphores du voile et de la tapisserie, si récurrentes dans le gothique, sont révélatrices. Le secret caché est non derrière, mais dans la trame même. Le sens est dans la chaîne des signifiants. Il faut passer de la langue énigmatique des symboles au langage clair de l'interprétation. Si la voie royale de l'inconscient est le rêve, c'est en fait le texte du récit du rêve, la région du double sens, dit Ricoeur, qu'il faut interpréter. Comme la psychanalyse, le gothique a une valeur cognitive. Sa caractéristique est le conflit entre le quotidien et un univers mystérieux et irrationnel. Sortir du cadre, passer de l'autre côté du miroir, revient à franchir la frontière entre rationnel et irrationnel, entre le moi et l'autre. Le spectre surgit, cristallisation d'un être virtuel possible, à des moments où les problèmes inconscients refoulés font retour dans des moments de désarroi, de remords à apaiser, bref, dans des climats crépusculaires. L'objet de la littérature gothique, c'est l'expérience humaine, la condition humaine.
Soi-même comme un autre, pour reprendre le titre de Ricoeur, où comme est à prendre ici dans son sens non pas tant de comparaison, soi-même semblable à un autre, que d'implication, soi-même en tant qu'autre. La littérature est connaissance du monde social et psychique où nous vivons. Le rayonnement du roman gothique tient à ce qu'il présente une réflexion sur l'homme, et c'est sans doute pourquoi, dans des époques de crise, on éprouve le besoin de revenir à ce genre. Si le fantôme reparaît plus volontiers à certaines époques qu'à d'autres, c'est sans doute parce qu'on a davantage besoin de lui, car il sait recueillir et exprimer tout ce qui fait peur, et il sait même en faire rire. On est tenté de voir dans la prolifération de spectres et de revenants à l'époque des Lumières le miroir des angoisses de l'Europe entière. Cependant, si le gothique est un moment nécessaire de l'histoire des genres, il est aussi bien davantage parce qu'il renaît sans cesse, adoptant des formes nouvelles. Le secret du charme et de la vitalité de cette fiction réside au-delà des considérations historiques dans le contact avec une pensée essentielle, commune à l'humanité. Si la constance d'un archétype est indéniable, ces transformations apportent la preuve de la vie de ces contes, de leur capacité d'adaptation à l'évolution de la réalité. Les civilisations changent, les rapports sociaux et économiques évoluent, mais par leur qualité d'œuvre d'art, ces histoires sont édifiées sur des thèmes fondamentaux et éternels pour l'homme. Et je laisserai le mot de la fin à Laplace, dans la préface à sa traduction du vieux baron anglais. Car dût-on s'en moquer, nous croyons et disons qu'aux yeux des bons esprits, tous les genres sont bons. Et que ce merveilleux qu'on traite de chimère, s'il touche, amuse, instruit, a toujours droit de plaire. J'espère que ça vous a plu. Merci.